Les tensions sont montées de plusieurs crans ces derniers temps entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Après toute une série d'accusations mutuelles de déploiement militaire de la part de Washington, d'avertissement du président Rouhani adressé à Donald Trump d'arrêter de jouer avec la queue du lion. Tout ça exacerbe les passions, crée de nouvelles frictions et une simple erreur, une étincelle pourrait embraser le Moyen-Orient, qui est déjà une véritable poudrière. Où est-ce que tout cela va nous mener? Pour mieux comprendre cette actualité, nous avons invité le professeur Sami Aoun, membre de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Il est spécialiste des questions moyen-orientales et de l'histoire politique du monde arabe. Professeur Aoun, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, professeur? Bien, je vous en prie, au revoir. On est très content de vous accueillir. Merci infiniment de vous rendre disponible pour répondre à nos questions. Sur cette actualité, quel genre de lecture faites-vous des événements en cours entre les États-Unis et l'Iran? Certainement, à ce moment-ci, il y a un recul, si vous voulez, du ravin de la guerre, puisqu'il y a eu des développements assez importants dans la région, qu'il soit que le régime iranien a affiché son désir d'éviter la guerre, et ainsi le président Trump a dit que la guerre n'est pas son premier choix, et même s'est distancié de son propre conseiller, M. Bolton, considéré comme le faucon de l'administration. Alors, on est entre deux acteurs, l'Iran et les États-Unis, qui veulent éviter la guerre, mais sans aucun horizon d'une entente diplomatique ou vraiment aller chercher quelque chose de négocié de paix. Alors, pour l'instant, il y a un recul du spectre de la guerre, mais il n'y a pas vraiment une avance pour la diplomatie. Ouais. Alors, quelle est votre compréhension des forces en présence? Je vais parler de l'Iran, je vais parler par exemple de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui sont tous, enfin il y a d'autres pays, mais qui sont tous concernés par le détroit d'Ormuz. Quelle est votre compréhension des faits et gestes des uns et des autres? Vous avez bien raison de souligner cette polarisation entre les deux grandes puissances musulmanes, l'Iran chiite persane et l'Arabie saoudite arabe sunnite, qui se querellent sur le vrai islam, qui se querellent sur la légitimité de représenter le monde musulman. Et en ce sens, il y a des conséquences énormes, qu'il soit dans des guerres civiles ouvertes, soit au Yémen, soit en Syrie ou ailleurs. Mais encore, vous avez raison de souligner les enjeux économiques. Entre autres, le flux du pétrole par le détroit d'Ormuz. Et en ce sens, c'est peut-être le couloir le plus vital et important stratégiquement, parce que 50% du pétrole envoyé en Chine de l'Iran passe par ce détroit. Et ainsi, quelques bonnes majorités des barils de pétrole encore passent de ce détroit. C'est pourquoi il est très difficile d'être convaincu que l'Iran a un intérêt de le bloquer, ainsi que l'Arabie saoudite. C'est pourquoi on a remarqué qu'il y a eu des frappes derrière ce détroit d'Ormuz, qu'il soit aux Émirats arabes unis, qu'il soit sur des lignes de pétrole en Arabie saoudite, mais qui sont un peu plus en profondeur. Et en même temps, on a compris que l'Iran pourrait se tirer dans le pied si ils prennent l'initiative de fermer le détroit d'Ormuz. Alors, oui. En ce sens, les Américains considèrent ce détroit comme un lieu stratégique qu'il faut garder le cheminement du pétrole assez libre et assez fluide. Alors, si d'aventure, professeur Aoun, il advenait qu'il y ait conflit, quelle pourrait, à votre avis, être la marge de manœuvre de l'Iran si il ne peut pas s'aventurer à fermer le détroit d'Ormuz? Certainement, à titre comparatif, la puissance américaine est très dominante
et la puissance iranienne ne peut pas vraiment se mesurer à cette puissance, sauf dans des guerres qu'on appelle les guerres asymétriques ou une forme de guérilla. À ce moment, les Iraniens ont une certaine liberté de manœuvre et même de nuisance. Mais il faut s'attendre à ce que les Américains n'accepteraient pas de jouer entre le chat et la souris dans cette guerre, et ils pourraient peut-être aggraver leur réaction militaire de la sorte, ils pourraient opter pour ce qu'on appelle une guerre éclair. Mais c'est un scénario vraiment qui n'est pas à considérer pour l'instant, sauf si il y a une guerre que j'appelle peut-être partielle qui pourrait déclencher des négociations directes ou indirectement via par exemple le médiateur de la Suisse, soit le médiateur Oman, qui est un pays arabe qui a de bonnes relations avec l'Iran et les Américains et les Saoudiens, ou la Suisse qui est mandatée, semble-t-il, par le président Trump pour chercher une sortie de crise. Est-ce que, au moment où l'on se parle, là, vous et moi, l'Europe, elle a un quelconque poids dans cette balance-là? Malheureusement, l'Europe ne pèse pas très lourd. Et les Européens, en général, si on se mesure sur les derniers mois, ils sont dans un suivisme de la politique américaine, non pas par leur propre vouloir, mais par la limitation de leur capacité. Ils ont essayé d'avoir des modalités parallèles pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran, mais ils ont échoué. Ils ont essayé de tester la possibilité d'utiliser, par exemple, l'euro et laisser tomber le dollar dans les tractations. Aussi, ça a échoué. Et même les grandes compagnies françaises, comme Total, qui étaient les premières sur le sol iranien, se sont retirées. Donc, pratiquement, l'Europe n'a pas une marge assez substantielle pour contrecarrer les visées ou la politique de l'administration Trump. Okay. Est-ce qu'il y a une analyse géopétrolière ou géopolitique à faire dans cette affaire, surtout géopolitique? Oui, vous avez raison encore de souligner ce point. De un, la valeur stratégique ou géopolitique, comme vous dites, du Moyen-Orient est en recul malgré tout le tapage et le bruit qu'on entend. Deuxième point, le pétrole lui-même est en recul. Comme vous l'avez remarqué, dans une crise de telle ampleur, le prix du pétrole est resté à peu près dans les marges possibles et acceptables par le marché des grandes industries. Alors, en ce sens, oui, vous avez raison, il y a une nouvelle donne géopolitique qu'on pourrait peut-être résumer en quelques points. De un, les Américains et l'administration Trump sont dans un réalisme politique et aussi dans un repli isolationniste, et ils ne sont plus à l'heure des grandes interventions comme on a vu après le 11 septembre et avec les néoconservateurs. Aussi, de l'autre côté, l'Iran, malgré le discours et la rhétorique très flamboyante ou très enflammée, pratiquement les Iraniens est un acteur rationnel. Ils calculent chaque pas et chaque décision et ils ne sont pas aventuriers comme par exemple des mouvements comme Al-Qaïda ou Daesh ou autres. Ouais, mais c'est déjà arrivé que l'Iran ait décidé de fermer le détroit d'Ormuz. Oui, mais comme je vous disais, c'est contre-productif pour le pétrole iranien et le commerce iranien, parce que pour la simple raison, si les Iraniens ont des cheminements terrestres vers l'Inde ou vers la Chine à travers leurs ports dans le nord du pays, mais il reste le détroit d'Ormuz est très important, surtout que les Américains sont déterminés à faire baisser le pétrole iranien à point zéro, mais je crois que ce qui est possible et faisable,
c'est autour de 400 000 à 500 000 barils par jour. Alors la fermeture du détroit va déranger énormément l'économie iranienne, qui est aujourd'hui dans une crise profonde, qu'il soit la valeur de leur monnaie nationale, qu'il soit la crise du chômage, qu'il soit la pénurie ici et ailleurs au niveau des vivres. Alors pratiquement, le régime iranien, il est dans une situation qui laisse à désirer. Et puisque, professeur Aoun, on n'est pas à l'abri d'une quelconque erreur, faut-il craindre le pire? Oui, certainement. S'il y a un dérapage quelque part, ce serait certainement très malheureux pour les populations de la région. Comme vous savez, il y a plusieurs foyers de feu dans la région, qu'il soit le Yémen qui est sur une autre porte stratégique, Bab el-Mandeb, qu'il soit la Libye qui a une longue frontière ou littorale plutôt avec la Méditerranée, plus que 2200 kilomètres. Vous avez la Syrie qui ne se calme pas facilement. Et en ce sens, le Soudan maintenant s'ouvre de nouveau pour des turbulences. Et aussi l'Algérie, qui est la première productrice du gaz et du pétrole en Afrique, aussi est dans une mauvaise passe. Alors, c'est pourquoi éviter la guerre est plus bénéfique et aller faire activer la diplomatie pour atteindre des ententes pour pacifier ou pour le moins stabiliser la région. Pour clore notre discussion, professeur Aoun, faites-nous part de votre compréhension de cet événement assez compliqué pour la suite des choses dans ce dossier très abrasif d'ailleurs. Oui, à vrai dire, le Moyen-Orient est dans vraiment une région sismique, volcanique, politiquement et géopolitiquement. Il y a beaucoup des enjeux au niveau idéologique, au niveau de la transition vers la démocratie, et on a certainement une région qui a besoin de verser et d'investir plus dans l'économie de développement et de bien-être que dans les armements. Alors, malheureusement, pour l'instant, on est dans ce cycle de turbulence sans nécessairement un horizon de stabilisation ou de pacification. Notre invité, c'est le professeur Sami Aoun. Il est membre de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Il est professeur de politique appliquée à l'université de Sherbrooke, spécialiste des questions moyen-orientales et de l'histoire politique du monde arabe. On a été vraiment content de vous accueillir en plateau avec nous. Merci infiniment, professeur Aoun, et prenez soin de vous. C'est un plaisir partagé. Au revoir. À la prochaine. C'était, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, notre décryptage sur le dossier des tensions entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran avec notre invité, le professeur Sami Aoun.